Hélène Buzetti, Paul Journet, Chantal Hébert, bonsoir. 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 Alors, rentrée parlementaire à Ottawa. Je vous ramène à hier quand même. On va commencer l'histoire hier pour qu'on suive ça de la même façon tout le monde. Monsieur Poilièvre qui reparle de la taxe sur l'essence, puis il dit que ça peut créer presque des famines et tout ça. Madame Gould qui lui a répondu et Madame Gould qui répond après. On écoute, on revient. If the existing taxes forced 2 million people to go to a food bank and forced 25% of our kids to go to school hungry, obviously there would be mass hunger and malnutrition with a tax this high. What I heard yesterday from Mr. Polyev was so over the top, so irresponsible, so immature, and something that only a fraudster would do. Fraudeur. Donc, ça met la table sur le ton, mais quand même, autre élément de Mme Gould qui suit, les journées d'opposition n'ont pas l'intention de jouer avec le règlement pour les mettre le plus tard possible. Les conservateurs en auront une, on l'écoute. Il y a 11 et demi semaines de Parlement. Il y a 7 journées d'opposition. On va donner les jours d'opposition dans le processus normal, comme on l'a fait d'habitude. Tour de table, donc. Hélène, est-ce que, puis on va en parler dans quelques secondes, est-ce que ce soir, ça va déterminer la marche à suivre ou déjà, parce qu'ils ne s'aiment pas, les gens regardent dans leur camp, mais on a l'impression que tout le monde attend quand même, là. Oui, moi, ce que ça me dit aujourd'hui en cette première rentrée, c'est que, oh mon Dieu, les 6 prochains mois risquent d'être très longs. On va avoir affaire à ce genre de choses-là. Beaucoup d'hyperboles, d'insultes, de mensonges, de compromissions aussi. Il faudra parler de la taxe carbone et du NPD. Donc, beaucoup d'éléments très négatifs parce que tout le monde tente de se positionner en vue de cette élection que je continue de prédire quelque part à la fin de l'hiver, au début du printemps. Et parce qu'il y a quelques-uns de ces partis qui ne sont pas encore prêts à aller à l'élection. Les libéraux espèrent gagner du temps et peut-être remonter un peu dans l'estime populaire. Et le NPD a besoin du temps pour bien marquer sa séparation. Alors donc, on n'ira pas tout de suite en élection et on va avoir droit à ce genre de positionnement franchement insupportable. Attelez-vous, on va en avoir encore beaucoup. OK. Paul, est-ce que quelque chose vous a étonné? Hélène a parlé tout de suite. Alors, je vous donne la permission de la taxe. Et le NPD, ça semble plus être clair. En Colombie-Britannique, ça ne l'est plus. Quelque chose qui vous a étonné depuis 2-3 jours? Pas vraiment, parce qu'on voyait déjà que le discours néo-démocrate évoluait lentement mais sûrement sur la question. Donc, sur le plan du positionnement politique, les néo-démocrates ont intérêt à se distancier des libéraux et à dire que ce sont eux qui défendent les gens qui souffrent de la hausse du coût de la vie. Mais si on regarde sur le fond, si on s'attendait à ce que les néo-démocrates disent la vérité, bien, en ce sens-là, on va être étonné parce que la tarification du carbone, bon, elle varie selon les provinces, celles qui sont assujetties au système fédéral, celles qui ne le sont pas, comme le Québec. Mais du moins, dans sa première mouture, initialement, la plupart des ménages reçoivent plus d'argent qu'ils n'en versent. Donc, ils en ressortent gagnants. Mais c'est vrai qu'il y a certaines situations, entre autres dans les provinces atlantiques, où il y a des gens qui souffrent. Et c'est aussi vrai, comme l'a démontré le directeur parlementaire du budget, qu'année après année, ça va coûter de plus en plus cher. Sauf qu'on ne peut pas prétendre être surpris. C'est la raison d'être du système. C'est d'augmenter le prix pour avoir un effet dissuasif. Donc, la question importante qui se pose sur le plan des politiques publiques, c'est quand on regarde une vision d'ensemble, est-ce que ce désincitatif-là à utiliser des combustibles fossiles vient avec un dédommagement pour les gens plus vulnérables? Si oui, bien, c'est l'essence même de cette politique environnementale. Et si les néo-démocrates sont contre, bien, on se demande comment ils vont continuer de défendre l'environnement. Chantal, est-ce qu'ils sont contre, clairement? Est-ce que Jack Meeting, là, est-ce qu'il attend le résultat de ce soir auprès de Winnipeg? Là, où on en est dans cette réflexion-là? Depuis que M. Singh est chef, il n'y a aucun groupe d'experts, à droite comme à gauche, qui a trouvé que le NPD présentait un plan crédible en matière de lutte au changement climatique. Alors,
il n'y a pas vraiment de changement là-dessus, mais je ne pense pas que c'est seulement le Manitoba, encore que à peu près tout ce que j'ai entendu, y compris les déclarations de M. Trudeau, jusqu'à aujourd'hui, je vais le relier d'une façon ou d'une autre au vote qui a lieu dans ces 2 circonscriptions aujourd'hui. Mais je pense que le vrai enjeu, il se passe en Colombie-Britannique. Il y a des élections provinciales qui s'en viennent. Le NPD fédéral a la majorité de ses sièges, où il y a plus de sièges là qu'à peu près n'importe où ailleurs au Canada. Le premier ministre sortant de la Colombie-Britannique, David Eby, a dit, moi, si le plan national tombe à l'eau, je mets fin à ma taxe carbone. Comprenez, la Colombie-Britannique a été la première province à mettre un prix sur le carbone pour les contribuables. Et le fait qu'on dise ça, c'est quoi? C'est que le consensus en Colombie-Britannique est brisé. Le Parti conservateur de la Colombie-Britannique n'est pas partant, contrairement à ce qui était l'opposition ou le gouvernement avant. Et M. Singh est lui-même un élu de la Colombie-Britannique. Quand vous mettez tout ça ensemble, au total, ça franchement, si Justin Trudeau n'est pas réélu au gouvernement aux prochaines élections, le prix plancher fédéral sur le carbone va être une histoire du passé. Ouais, et si je peux juste ajouter, Patrice, il y a quand même quelque chose de dérangeant dans le discours de M. Singh, qui avait commencé quand même en avril. Déjà, il commençait à prendre ses distances par rapport à la tarification du carbone qui s'applique aux individus, aux particuliers. Et aujourd'hui, il est allé plus loin lorsqu'il nous a dit, mais vous savez, les gens, donc les Canadiens, les citoyens, les particuliers, ils ont fait leur part. Le sous-entendu étant que du côté des citoyens, tout a été fait et ce qu'il dit, c'est les riches, les grosses entreprises qui, elles, doivent payer pour la pollution. Moi, quand je regarde le parc automobile qui double à peu près tous les 10 ans, quand je regarde l'augmentation des transports aériens, je ne vois pas nécessairement une population qui a fait sa part. Et par ailleurs, les industriels, ils sont déjà soumis à une tarification carbone qui fonctionne très bien selon les études jusqu'à présent. Que veut éliminer M. Poilievre aussi, cette deuxième-là? Oui, il était moins clair là-dessus, mais on comprend que oui. Il a été clair. J'ai posé 8 fois la question. Il m'a dit oui, exact. Les deux moi, taxes. J'aimerais bien entendre Alexandre Boulris, par exemple. Comment il va vendre ça dans Rosemont, la petite patrie, qui est le ground zero là, de la vague orange? Bon, bien, parlons-en d'élections, parce que là, il y en a 2 ce soir. Comment il va vendre ça dans la salle Aymar-Verdun, Québec? Commençons par la salle Aymar-Verdun, Québec. Donc, circonscription rouge, avec beaucoup de candidats. On a dit que c'est le record de mise en candidature, plus de 90. Il y a plusieurs pages, mais on va vous montrer quand même les... oui, ça, c'est le bulletin de vote, quand même. C'est le bulletin de vote. Bien, c'est difficile de dire à quelqu'un, tu ne seras pas candidat. Mais ça, c'est un autre sujet. Ouais. Mais je veux montrer les principaux. Voilà. Alors, est-ce que les libéraux le gardent? Première question. Et deuxième question, s'ils perdaient ce soir... Est-ce que ça ne peut pas entraîner une autre réflexion, puis on va se retrouver demain à dire, ah ben là, M. Trudeau, il ne peut plus rester, etc. Je commence avec vous, Chantal. Demain, M. Trudeau ne démissionne pas. Il a passé la fin de semaine à répéter à qui voulait l'entendre qu'il restait. Il l'a dit, même à CJ Eddy, je crois, dans cette entrevue, il a dit, même si je perds, je m'en vais nulle part. Voilà. Et j'ai rencontré personne qui, de ce temps-ci, ne le croit pas, ce qui est nouveau. J'en conclus que peut-être que Justin Trudeau va démissionner. On ne sait jamais. Il va se coucher un soir puis il va démissionner. Ce ne sera pas à cause des résultats de cette nuit, parce que je pense qu'on parle de cette nuit là, pour compter les votes. Ce sera demain. Si Justin Trudeau démissionne, je vais être vraiment étonné et je pense que tout son caucus avec moi. C'est comme si on avait même préparé des gens, peut-être, à une mauvaise nouvelle, soit le Bloc québécois, soit les conservateurs, soit le NPD, parce que c'est dur à lire, Paul, dans la salle Aymar-Verdun. C'est très dur à lire parce que les sondages qu'on a obtenus sont avec un tout petit échantillonnage, donc pour lequel la marge d'erreur, s'il pouvait y en avoir une, est très grande. Donc ça nous incite à la prudence.
Quand je parlais à des gens des partis politiques aujourd'hui, il n'y en a aucun qui, sous le couvert de l'anonymat et pour le simple plaisir de la jasette, était prêt à faire une prédiction. Donc, je n'en ferai pas une, moi non plus. Par contre, on sait que si les libéraux perdent, peu importe quelle est l'opinion de Justin Trudeau, les discussions sur la place publique vont reprendre demain. Et ce qu'on surveillera, ce sera peut-être pas tant la réaction de M. Trudeau pour les raisons que Chantal a bien expliquées, mais peut-être plutôt s'il y a quelqu'un qui va se réveiller particulièrement fâché, amer, nerveux et qui va décider d'aller à la rencontre des journalistes pour faire une déclaration, mais tout dépend du résultat. Et j'ajouterais quand même que ce genre de questions pourrait se poser aussi par Jack Meeting, pour lui aussi la possibilité d'une campagne électorale au printemps, et qui n'est pas impossible sans être probable à l'automne, fait en sorte que les questions sur sa succession sont plutôt hypothétiques. On s'entend qu'il va rester là, mais il va être de plus en plus contesté si jamais il a le malheur de perdre au Manitoba ou de décevoir à Montréal. Mais dépendant, Hélène, qui gagne, puis on verra ce soir, mais ça peut... Mais vous n'êtes pas d'avis que le calendrier va changer, mais ça pourrait avoir une influence sur le choix de déclencher ou pas d'élection avant Noël, là. Si le NPD gagne les deux, sont-ils mieux placés pour appuyer une motion de défiance? 16-18 dans les sondages nationaux, bravo. Oui, c'est ça. Moi, j'en doute énormément. Je pense que le NPD veut avoir du temps. Ce qui est intéressant avec la salle Lémard-Verdun, c'est que le NPD, le Bloc, ont déjà eu des représentants dans ce coin-là, mais de morceaux de cette circonscription-là qui a été reconstruite d'un redécoupage à l'autre. Et c'est ce qui fait qu'il y a des poches dans la circonscription qui sont un peu plus néo-démocrates, un peu plus bloquistes. Et donc, il faudra faire attention ce soir quand on écoutera les résultats. Ça va dépendre aussi de quelle boîte de scrutin on dépouille à quel moment. Exact. Un mot sur Elmwood, Transcona, Manitoba. C'était un comté orange, Blakey orange, père-fils. Là, il n'y a plus de Blakey. Donc, est-ce que vous attendez à quoi, en fait, Chantal? Selon moi, ça va être un des résultats les plus significatifs des deux. Pour la suite des choses, là, que le Bloc gagne dans la salle Lémard-Verdun, je suis convaincu que M. Blanchet ne va pas penser que ça veut dire qu'il va balayer le Québec. Il va se dire j'ai eu un coup de chance. Pareil pour le NPD, c'est pas le début d'une vague orange. Mais si les conservateurs gagnent 7 circonscriptions au Manitoba, ça veut dire que l'opération charme de Pierre Poilievre auprès des cols bleus syndiqués fonctionne. Et à partir de ce moment-là, je peux vous donner une liste de 10 sièges néo-démocrates qui sont menacés dans le nord de l'Ontario, dans la région de Hamilton, en Colombie-Britannique. Et M. Poilievre, très franchement, n'a pas besoin de gagner des circonscriptions comme la salle Lémard-Verdun pour avoir un gouvernement majoritaire. Mais s'il commence à gagner des sièges néo-démocrates où les libéraux n'ont aucune chance de l'agater, c'est lui qui va avoir eu la soirée la plus significative. Oui, c'est ça. Donc, à surveiller, Paul. Bien, la dernière victoire conservatrice, la seule, depuis que cette circonscription existe sous sa désignation actuelle, c'était sous le gouvernement Harper, donc 2011 à 2015. Et on sait la majorité qu'il a obtenue. Et en effet, c'est quand même intéressant de souligner que le candidat conservateur est un électricien et syndicaliste. Donc, ça montre le genre de clientèle que courtisent les conservateurs de Pierre Poilievre et aussi que les conservateurs sur la scène provinciale ontarienne ont réussi à séduire assez pour expliquer, entre autres, en partie, la dernière victoire. Chantal parlait du nord de l'Ontario. Vous avez des régions comme Timmins, où l'industrie minière est très présente, que les néo-démocrates croyaient que c'était à eux, mais finalement, M. Ford a réussi à faire des gains. Donc, ça s'inscrit dans des nouvelles percées des mouvements conservateurs au sein d'une partie de la classe moyenne, peut-être plus la classe ouvrière, qui est très réceptive à leur discours, surtout économique. Et d'où le bouillonnement chez Jack Meeting et changement de ceci, de cela, Hélène. Ah, bien sûr, tout est là-dedans, effectivement. M. Singh nous a dit, un peu comme Trudeau, qu'il ne partira pas. Quoi qu'il arrive à cette élection partielle, il sera le chef du NPD lors de la prochaine élection générale. Mais n'empêche pas moins que tout son discours, depuis qu'il a déchiré l'entente, il essaie de nous dire que l'alternative aux libéraux, ce ne sont pas les conservateurs, c'est lui. Il essaie de présenter ça comme un combat bleu-orange et que c'est lui le vrai vainqueur. Or, voici une circonscription où s'affrontent les bleus et les oranges. Les libéraux ne sont pas dans la course.
Et en plus, c'est un château fort néo-démocrate. Donc, s'il devait perdre cette circonscription, eh bien, c'est tout son discours préélectoral, son positionnement en vue de l'élection générale qui tomberait à l'eau, qui s'effriterait. Alors, pour lui, ça serait un coup extrêmement dur. Mais c'est pour ça qu'il a fait ce qu'il a fait. Et cette sortie sur la taxe carbone, eh bien, s'inscrit dans un contexte où il n'y a plus aucun gouvernement provincial, sauf celui du Québec, qui est derrière une tarification du carbone. Il en prend note et il s'ajuste. Voilà, très bien. La table est mise. On change de sujet totalement. Chicane, je vais vous faire entendre Justin Trudeau à la radio anglophone vendredi qui dit que Legault s'attaque aux anglophones pour protéger le français, qu'il ne devrait pas faire ça. On écoute. Legault's decided the best way to protect French is to attack the English Canadians. And that doesn't make any sense. We see the most egregious example of it lately with the switch in hospitals. We also see it in his attacks on our alma mater at McGill, and his attacks on bishops and Concordia. But the idea that someone's going into a hospital for a test or something, anxious, they might have cancer, anxious, they might be sick, and is going to have to be worried about whether or not they can get treated in English because their French isn't that strong, that's just wrong. De reconnaître qu'il a induit les anglophones de Montréal et du Québec et de LaSalle-et-Mare-Verdun en erreur en affirmant qu'ils n'ont pas droit aux mêmes services de santé en anglais que les francophones. Le Québécois qui prétend parler pour le gouvernement du Québec ne semble pas avoir reconnu que le gouvernement du Québec eux-mêmes ont avoué qu'ils vont émettre un décret pour clarifier et expliquer qu'ils ne voulaient pas s'attaquer aux anglophones. On attend encore cette explication, mais si le gouvernement du Québec l'a reconnu, le Bloc pourrait peut-être le reconnaître aussi. Alors, pour compliquer les choses, c'est que parfois c'est compliqué. La directive, je vous la montre très rapidement. Il est permis de recevoir des soins de santé dans une autre langue que le français quand recevoir de l'assistance, donner son consentement aux soins et participer aux décisions affectant son état de santé et de bien-être. Bon. Est-ce que ça a été vu comme étant trop restrictif ou pas? Le Québec dit on va réécrire ça peut-être, mais M. Trudeau n'a pas raison. Tour de table. Hélène. Oui, bien, écoutez, je trouve ça quand même intéressant parce que d'une part, la directive, elle est claire, on peut recevoir des soins en anglais. Moi, ce que je trouve intéressant, j'ai justement une anecdote d'un ami qui s'est fait opérer, qui a changé de région pour aller se faire opérer à Montréal, je ne dirais pas dans quel hôpital, c'est un francophone, et qui a été incapable d'obtenir des soins en français. C'était une chirurgie qu'il attendait depuis longtemps, une chirurgie qu'il avait besoin pour retourner travailler parce qu'il était invalide, et on lui a dit, sorry, mon French is not so good, can we do this in English? Et c'est ce qui est arrivé. Mon ami a dû accepter qu'on le soigne en anglais parce qu'il n'avait tout simplement pas envie de se faire remettre sur la liste d'attente. Alors, M. Trudeau, c'est bien de se préoccuper de la minorité et c'est important, mais il faudrait peut-être aussi comprendre que d'où ça arrive tout ça, c'est que la majorité, elle, parfois, elle est confrontée à des travailleurs du système de santé qui ne parlent pas la langue officielle du Québec. Et ça, c'est quand même scandaleux. Je ne peux pas imaginer quelle aurait été la réaction d'un Ontarien qui se ferait dire en Ontario qu'il ne peut pas se faire soigner en anglais. Oui. Paul, et je ne veux pas revenir à LaSalle-et-Mare tout le temps, mais évidemment, entrevue faite à 3 jours du vote où il y a besoin de faire sortir le vote anglophone. Paul? J'ai vu la même coïncidence que vous, Patrice. Et je me demande si les politiciens sont au courant que leurs interviews dans les médias anglophones peuvent être écoutées par des francophones qui parlent anglais. Parce que M. Trudeau ne pouvait pas ignorer que ça allait attirer l'attention du gouvernement, qui relayait d'ailleurs ses propos et qui était content d'être fâché contre M. Trudeau. Parce que si on va sur sur les propos eux-mêmes de M. Trudeau, lui, il relaie une crainte en laissant entendre qu'elle est fondée, en remettant en question la parole du gouvernement qui dit aux anglophones, écoutez, le règlement dit que vous avez droit à ces soins et jusqu'à preuve du contraire, moi, les anecdotes que j'entends, c'est des craintes qui sont exprimées. C'est pas des situations concrètes où des anglophones n'ont pas eu accès aux soins. Et c'est vrai que le règlement est mal, le libellé porte à confusion.
il y a une portion sur qui a droit aux soins en anglais. Les anglophones disent qu'ils font partie de la communauté historique qui ont droit à l'éducation en anglais. Bon, on aurait pu tasser ça. Donc, je comprends les anglophones qui sont fâchés par cet aspect-là. Mais que le premier ministre remette en question la parole du gouvernement, c'est sûr que ça passe mal. Puis il a mis aussi, Chantal, les universités là-dedans dans son plaidoyer. Là. Chantal. Oui, mais il a quand même mis en doute la parole de 2 ou 3 de ses ministres qui se sont mêlés de ce dossier-là à l'époque de la première directive et qui se sont dit publiquement totalement rassurés par le gouvernement du Québec. C'est pas juste l'intention du gouvernement du Québec à laquelle il passe outre, c'est ses propres ministres qui, ayant regardé tout ça, se sont dit non, ça va être correct, ça va bien aller, l'intention est bonne, mais évidemment, il n'y a pas de coïncidence. Et évidemment, ça a pour but de faire sortir du vote pour les libéraux dans la salle des morts. Comme les déclarations de M. Singh sur le tard, sur la taxe carbone, visent Winnipeg et pas la circonscription montréalaise. J'ai été trop bavard, c'est de ma faute. Merci beaucoup, Hélène, Paul, Chantal. On va suivre ça ce soir, les résultats de ces 2 partiels. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.